La neige portait des traces qu'on n'a jamais expliquées. Ce matin du 25 décembre 1949, à Saint-Martin-de-Lorraine, le village s'est réveillé dans un silence qui n'était pas celui de Noël. C'était un silence de cimetière, épais comme la brume qui s'accrochait au toit d'ardoise. Et devant la maison des Verdans, dans la neige immaculée tombée durant la nuit, quelque chose de terrible avait laissé sa signature. Des traînées sombres, des empreintes qui s'arrêtaient net. Et une porte close derrière laquelle personne ne répondait plus. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende. C'est l'histoire vraie d'une famille qui s'est volatilisée la nuit de Noël, laissant derrière elle un mystère qui hante encore la Lorraine. Une histoire de secrets enfouis sous la neige, de voix qui murmurent dans le vent d'hiver, et d'une vérité si effroyable qu'elle a été enterrée pendant 70 ans. Vous allez découvrir ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. Marie Duchamp avait 53 ans ce matin-là, et elle n'oublierait jamais l'odeur qui montait de la neige devant chez les Verdans. Une odeur métallique, presque sucrée, mêlée au parfum âcre du charbon froid. Elle s'était réveillée tôt, comme tous les matins depuis la mort de son mari à la guerre, et avait préparé son café d'orge dans la cuisine glacée de sa petite maison de pierre. Par la fenêtre, elle pouvait voir la demeure des Verdans de l'autre côté de la rue pavée, cette belle bâtisse de 3 étages avec ses volets vert-bouteille et sa glycine morte accrochée à la façade. D'habitude, à cette heure, la cheminée des Verdans fumait déjà. Madame Hélène se levait toujours avant l'aube pour préparer le feu et le petit déjeuner. Mais ce matin, rien. Pas de fumée. Pas de lumière aux fenêtres. Et cette neige, cette maudite neige qui avait tout recouvert pendant la nuit, marquée de traces incompréhensibles. Marie avait d'abord cru à des traces de chien, puis elle s'était approchée, emmitouflée dans son châle de laine noire, ses sabots crissant sur la couche blanche, et elle avait vu. Les marques commençaient au milieu de la rue, comme si quelque chose était tombé du ciel. De larges sillons, profonds, qui serpentaient jusqu'à la porte d'entrée des Verdans. Comme si on avait traîné un corps, ou plusieurs. Mais ce n'étaient pas des traces de pas normales, c'étaient des traînées irrégulières, accompagnées de petites taches sombres qui ponctuaient la neige comme des points de suspension. Marie s'était agenouillée, le cœur battant. Elle avait touché l'une des taches du bout des doigts. C'était gelé, dur, rouge foncé sous la mince couche de poudreuse fraîche. Du sang. Elle en était certaine. Derrière elle, d'autres portes s'étaient ouvertes. Le père Roussel, le boucher, était sorti en bretelles malgré le froid. Madame Petit, la couturière, serrait son tablier contre sa poitrine. Et puis il y avait eu le jeune Antoine, 16 ans, les yeux écarquillés devant le spectacle. « Qu'est-ce que c'est que ça, bon Dieu » avait murmuré Roussel. Personne n'avait répondu. Tous regardèrent les traces qui menaient à la porte des Verdans. Cette porte de chêne massif, toujours vernie, toujours impeccable. Et le détail qui glaçait le sang. Aucune trace n'en ressortait, rien. Comme si quelque chose était entré et n'était jamais reparti. « Il faut frapper » avait dit Marie d'une voix blanche. Roussel s'était avancé, ses grosses mains rouges tremblant légèrement. Il avait frappé 3 coups, puis encore 3. Le bois avait résonné dans le silence du matin de Noël, un son creux et lugubre qui semblait se perdre dans la maison endormie. Rien. « Monsieur Verdand, Hélène » avait crié Roussel, plus fort cette fois. Toujours rien. Antoine s'était approché d'une fenêtre du rez-de-chaussée, avait collé son visage contre le carreau givré. « Je vois la table » avait-il chuchoté. « Elle est mise, les assiettes, les verres. Tout est là, mais personne ne bouge. » Marie avait senti quelque chose se nouer dans son estomac. La famille Verdand était composée de 4 personnes. Georges, le père, 45 ans, employé à la mine de fer de Hayange. Hélène, sa femme, 42 ans, d'une douceur et d'une élégance rares dans ce village de mineurs. Et leurs 2 enfants, Céleste, 14 ans, aux longs cheveux noirs toujours tressés, et petit Louis, 8 ans, un garçon rieur qui aidait sa mère au jardin. Une famille sans histoire, aimée de tous. Présente à chaque messe, à chaque fête du village. Georges chantait dans la chorale paroissiale. Hélène organisait les tombolas pour l'école. Comment une telle famille pouvait-elle simplement disparaître? « Il faut aller chercher le maire », avait déclaré Roussel, et peut-être les gendarmes de Metz. Mais avant que quiconque ne bouge, Madame Petit avait pointé du doigt vers l'arrière de la maison. « Regardez », avait-elle soufflé. « Il y a d'autres traces. Elles contournent la maison. » Le petit groupe s'était déplacé.
longeant la façade couverte de lierre mort. Derrière la demeure, il y avait un petit jardin entouré d'un muret de pierre et au fond, à une trentaine de mètres, le vieux puits. Celui qu'on n'utilisait plus depuis des années, depuis qu'une fillette s'y était noyée en 1923. On en parlait peu. On l'évitait. La municipalité avait promis de le combler, mais ne l'avait jamais fait. Et là, dans la neige du jardin, les traces continuaient, différentes cette fois. Pas des traînées, mais des empreintes, des pas. Trop grands pour être ceux d'un homme normal. Trop profonds aussi, comme si quelque chose de lourd avait marché là. Les empreintes formaient un cercle autour du puits, encore et encore, comme une danse rituelle. « Sainte Mère de Dieu » avait chuchoté le père Roussel en se signant. Marie s'était approchée du puits. La margelle de pierre était couverte de neige, mais quelque chose dépassait, un morceau de tissu. Elle l'avait tiré doucement, et un mouchoir brodé était apparu. Brodé des initiales HV, Hélène Verdant. Le mouchoir était taché de sang. C'est à ce moment-là que le maire était arrivé, alerté par un gamin du village. Édouard Mercier, 60 ans, ancien combattant de la Grande Guerre, la jambe raide depuis Verdun. Il avait observé la scène en silence, les mâchoires serrées, avant de déclarer d'une voix grave « Personne ne touche à rien, j'envoie chercher les gendarmes. » Et que tout le monde rentre chez soi. Mais personne n'avait bougé. Tous regardaient la maison des Verdun, cette belle demeure qui semblait soudain hostile, étrangère. Les volets clos ressemblaient à des paupières fermées. La porte à une bouche cousue. Et Marie, en observant les fenêtres du premier étage, avait juré voir un rideau bouger, juste un frémissement, comme si quelqu'un, à l'intérieur, les observait. Les gendarmes étaient arrivés en fin de matinée. 2 hommes en uniforme bleu foncé venus de Metz en voiture. Le brigadier Morel, un homme sec aux moustaches grises, et son adjoint, le jeune Ferrand, fraîchement sorti de l'école. Ils avaient examiné les traces, photographié la scène avec un appareil encombrant, interrogé les voisins. Puis ils avaient forcé la porte. Le bruit du bois qui cédait avait résonné dans tout le village. Marie, qui était restée dehors avec les autres, avait vu Morel disparaître à l'intérieur, suivi de Ferrand. 5 minutes s'étaient écoulées, 10, 15. Quand ils étaient ressortis, leurs visages étaient livides. « La maison est vide », avait annoncé Morel d'une voix rauque, mais la table de Noël est mise. Les lits sont défaits, les manteaux sont accrochés dans l'entrée. Leurs affaires sont là, tout est là, sauf eux. Et le sang, avait demandé le maire. Morel avait hésité. Il y en a. Dans la cuisine, sur le carrelage, pas beaucoup. Comme si quelqu'un s'était coupé. Ou autre chose. Autre chose? Le brigadier avait regardé vers le puits. Il faut sonder le puits. Ils l'avaient fait l'après-midi même, avec des cordes et des lampes. Ils avaient descendu Ferrand, attaché par le torse, une lampe tempête à la main. Il était resté en bas près d'1 heure. Quand il l'avait tout remonté, il tremblait de tout son corps. « Il y a quelque chose », avait-il murmuré. Au fond. Des vêtements et des os. Mais les os, avait-on découvert plus tard, étaient vieux, très vieux. Peut-être de la fillette de 1923, peut-être d'avant. Les vêtements, eux, étaient récents. Une robe de fillette, bleue, celle que Céleste portait le jour de sa première communion. Mais aucun corps, aucune trace de la famille Verdun. Cette nuit-là, Marie n'avait pas dormi. Elle était restée assise près de sa fenêtre, à observer la maison d'en face. Et vers minuit, elle l'avait entendu. Des voix. Faibles, lointaines, comme des murmures portés par le vent. Elle n'arrivait pas à distinguer les mots, mais elle reconnaissait les intonations. Une voix d'homme, une voix de femme, et le rire cristallin d'un enfant. Les Verdun. Elle avait ouvert sa fenêtre, le froid mordant lui giflant le visage. Les voix semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Du puits, de la maison, du ciel, et puis elle l'avait vue. Une silhouette. Debout devant le puits, grande, immobile, vêtue de noir. Impossible de distinguer un visage. Juste une forme sombre découpée dans la nuit étoilée. La silhouette était restée là pendant près d'1 minute. Puis, elle avait disparu, pas en marchant. Juste disparu. Marie avait refermé la fenêtre d'un coup sec, le cœur battant à tout rompre. Elle avait tiré les rideaux et s'était enfouie sous ses couvertures, tremblante. Dehors, la neige continuait de tomber doucement, recouvrant les traces, effaçant les preuves. Et la maison des Verdun restait silencieuse, gardant ses secrets derrière ses murs de pierre froide. Les jours suivants, le 25 décembre 1949, avaient transformé Saint-Martin-de-Lorraine en une fourmilière nerveuse et méfiante.
Les gendarmes de Metz avaient installé un poste temporaire dans la salle des fêtes municipales, interrogeant chaque habitant du village, fouillant chaque recoin de la maison Verdun. Mais plus ils cherchaient, moins ils trouvaient. Le brigadier Morel avait fait venir un inspecteur de Nancy, un certain Julien Marchand, la quarantaine, les tempes grisonnantes, l'œil perçant d'un homme qui avait vu trop de choses pendant l'occupation. Marchand avait examiné la maison durant 3 jours entiers, de la cave au grenier, prenant des notes dans un carnet de cuir brun, fumant cigarette sur cigarette. Marie l'avait observé de sa fenêtre. Elle le voyait entrer et sortir, parfois seul, parfois accompagné du brigadier. Il avait l'air troublé. Pas effrayé, non. Troublé. Comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il ne s'expliquait pas. Le 3e jour, en fin d'après-midi, alors que le soleil d'hiver jetait ses dernières lueurs orangées sur les toits enneigés, Marchand était sorti de la maison en portant une boîte en bois sombre de la taille d'un coffret à bijoux. Il l'avait emportée directement à la mairie, où le maire Mercier l'attendait dans son bureau, aux boiseries enfumées. Marie avait appris plus tard, par la femme de ménage de la mairie qui bavardait trop après 2 verres de Mirabelle, ce que contenait cette boîte. Des lettres, près d'une 50aine, soigneusement pliées, attachées par des rubans décolorés. Et un journal intime, celui d'Hélène Verdun. L'inspecteur Marchand avait passé toute la nuit à les lire, dans le petit hôtel Leblanc où il logeait, rue de l'Église. À l'aube, il avait convoqué le maire et le brigadier Morel pour une réunion à huis clos. Ce qui s'était dit dans ce bureau n'avait jamais été officiellement révélé. Mais le soir même, le maire avait fait fermer la maison Verdun. Des planches avaient été clouées sur les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée. Un cadenas avait été posé sur la grille du jardin. Et l'enquête, mystérieusement, avait été close 2 jours plus tard. Disparition inexpliquée avait conclu le rapport officiel. Aucune trace de violence majeure, aucun suspect, aucun mobile. La famille Verdun s'était volatilisée et, selon les autorités, elle ne reviendrait probablement jamais. Mais Marie savait qu'on leur mentait. Tout le village le savait. Les rumeurs s'étaient mises à circuler comme des rats dans les égouts. On disait que Georges Verdun avait des dettes de jeu qu'il avait peut-être fui avec sa famille pour échapper à des créanciers mafieux venus d'Italie. On disait qu'Hélène avait eu un amant, un soldat américain pendant la guerre, et qu'ils s'étaient enfuis ensemble en Amérique. On disait que les enfants avaient été enlevés par des bohémiens qui campaient parfois dans les bois de Mirecourt. On disait, mais personne ne savait vraiment. Ce qui troublait le plus Marie, c'était le comportement de l'inspecteur Marchand avant son départ. Elle l'avait croisé le dernier matin sur la place du village, alors qu'il chargeait sa valise dans sa Citroën noire. Il était pâle, les traits tirés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Monsieur l'inspecteur », avait-elle osé dire en s'approchant. « Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette maison ?» Marchand l'avait regardé longuement, ses yeux gris emplis d'une fatigue immense. Puis il avait murmuré si bas qu'elle avait dû se pencher pour l'entendre « Certaines choses, madame, ne devraient jamais être découvertes, et certaines familles portent des secrets qui les dévorent de l'intérieur. Mais où sont-ils » Il avait ouvert la portière de sa voiture. « Je ne sais pas, et je crois que c'est mieux ainsi. » Il était parti sans se retourner, sa voiture disparaissant au bout de la rue dans un nuage de gaz d'échappement bleuâtre. Marie était rentrée chez elle, bouleversée. Elle avait préparé du thé, s'était assise près de son poêle en fonte et avait réfléchi. Toute cette affaire la rongeait. Elle connaissait les Verdun depuis 15 ans. Georges était un homme bon, travailleur, discret. Hélène était une mère dévouée, toujours souriante malgré les difficultés. Les enfants étaient sages, polis, aimés de leurs instituteurs. Alors pourquoi cette disparition? Et surtout, pourquoi ce sang dans la neige? C'est cette nuit-là que Marie avait pris sa décision. Elle devait entrer dans la maison. Elle devait voir par elle-même ce que l'inspecteur avait trouvé. Elle devait comprendre. 3 nuits plus tard, sous un ciel sans lune, Marie s'était glissée hors de chez elle, emmitouflée dans son manteau noir, une lampe tempête à la main. Les rues étaient désertes. Le couvre-feu n'existait plus depuis la fin de la guerre, mais les villageois se couchaient tôt en hiver, économisant le charbon et les bougies. Elle avait traversé la rue, le cœur battant, et s'était dirigée vers l'arrière de la maison Verdun. Les planches clouées sur les fenêtres du rez-de-chaussée rendaient l'accès impossible par là, mais elle se souvenait que le volet du grenier, tout en haut, était toujours resté branlant. Georges se plaignait souvent de devoir le réparer. Elle avait trouvé l'échelle dans le cabanon du jardin, l'avait dressée contre le mur avec difficulté.
Ses mains tremblaient, autant de froid que de peur. Elle avait grimpé lentement, échelon après échelon, la lampe accrochée à sa ceinture. Le volet avait cédé facilement, trop facilement, comme s'il l'attendait. Marie s'était hissée dans le grenier, ses poumons brûlant dans l'air glacé. L'odeur l'avait frappée immédiatement. Une odeur de renfermé, de poussière, mais aussi autre chose. Quelque chose d'organique, de dérangeant, comme de la viande laissée trop longtemps dans une cave. Elle avait levé sa lampe. Le grenier était encombré de vieux meubles, de malles poussiéreuses, de cadres empilés contre les murs. Des toiles d'araignée pendaient des poutres comme des voiles déchirés. Et là, au fond, elle avait vu la porte. Une petite porte en bois, à moitié cachée derrière une armoire. Elle ne se souvenait pas l'avoir jamais remarquée auparavant. Et pourtant, elle était venue ici plusieurs fois, du vivant des Verdans, pour aider Hélène à chercher de vieilles couvertures ou des décorations de Noël. Marie avait avancé, ses pas faisant craquer le plancher. Elle avait poussé l'armoire de toutes ses forces. Le meuble avait bougé dans un grincement sinistre, révélant la porte dans son entièreté. Pas de poignée. Juste une petite plaque de laiton avec une inscription gravée en lettres gothiques. Silentium mortuorum. Le silence des morts. Marie avait senti un frisson glacé parcourir son échine. Elle avait posé sa main sur le bois. Il était froid, anormalement froid, comme si derrière ce battant régnait l'hiver éternel. Elle avait poussé. La porte s'était ouverte sans résistance. Derrière, un escalier descendait dans l'obscurité. Des marches étroites, raides, taillées directement dans la pierre. L'odeur était plus forte ici, mêlée à celle de la terre humide et de quelque chose qui ressemblait à de l'encens. Marie avait hésité. Chaque fibre de son être lui hurlait de faire demi-tour, de fuir, d'oublier tout cela. Mais elle pensait à Céleste, à son rire cristallin. À petit Louis qui lui apportait toujours des fleurs du jardin au printemps. À Hélène et Georges, ce couple discret et aimant. Elle avait descendu les marches. L'escalier semblait interminable. 10 marches, 20, 30. Comment était-ce possible? La maison ne faisait que 3 étages. Elle aurait dû être au niveau de la rue depuis longtemps. Enfin, elle avait atteint le bas. Une pièce, petite, carrée, aux murs de pierre suintant d'humidité. Pas de fenêtre, pas de sortie visible, à part l'escalier qu'elle venait de descendre. Et au centre de la pièce, une table. Sur cette table, des objets soigneusement disposés, des bougies noires, consumées jusqu'à leur base. Un livre ancien, relié de cuir sombre, ouvert sur une page couverte de symboles incompréhensibles, un calice en argent terni et, disposé en cercle autour du livre, des photographies. Marie s'était approchée, la gorge serrée. Les photographies représentaient toutes des personnes. Des hommes, des femmes, des enfants. Certains en costume d'époque, datant peut-être du siècle dernier. D'autres plus récents. Et sur chaque visage, quelqu'un avait dessiné une croix, à l'encre rouge. Elle avait reconnu certains visages. Le père d'Hélène, mort en 1935. La sœur de Georges, décédée de tuberculose en 1940. D'autres personnes qu'elle ne connaissait pas, mais qui semblaient toutes liées, d'une manière ou d'une autre, à la famille Verdun. Et puis elle l'avait vue, la dernière photo, posée au centre, légèrement surélevée par rapport aux autres. Une photo de famille. Georges, Hélène, Céleste et Louis, prise l'été dernier, devant la maison. Tous souriants, heureux, vivants. Sur cette photo, 4 croix rouges. Les mains de Marie s'étaient mises à trembler violemment. Elle avait reculé, heurtant le mur derrière elle. La lampe avait vacillé, projetant des ombres dansantes sur les pierres humides. C'est à ce moment qu'elle avait entendu le bruit. Un grattement, lent, régulier, comme des ongles sur la pierre. Cela venait d'en haut, de l'escalier. Marie avait figé, le sang se glaçant dans ses veines. Le grattement continuait, se rapprochant, descendant les marches. Une à une, elle avait levé sa lampe vers l'escalier. L'obscurité y était totale, impénétrable. Le grattement s'était arrêté. Un silence absolu s'était installé. Un silence si profond qu'elle entendait son propre cœur battre dans ses oreilles. Puis, une voix, faible, lointaine, mais reconnaissable. « Marie !» La voix d'Hélène. « Marie, pourquoi es-tu venue ?» Marie avait ouvert la bouche pour crier, mais aucun son n'était sorti. Elle était paralysée, clouée au sol par une terreur primitive. « Tu n'aurais pas dû venir, Marie, tu n'aurais pas dû voir. »
La voix semblait venir de partout à la fois, des murs, du plafond, de la table. « Maintenant, tu fais partie de nous. » La lampe s'était éteinte d'un coup, plongeant Marie dans une obscurité totale et suffocante. Elle avait hurlé, enfin, un cri déchirant qui avait résonné dans la pièce close. Elle avait couru vers l'escalier, trébuchant, tombant, se relevant, grimpant les marches à quatre pattes comme un animal terrifié. Derrière elle, le grattement avait repris. Plus fort, plus rapide. Elle avait atteint le grenier, traversé l'espace encombré en renversant tout sur son passage, s'était jetée par la fenêtre ouverte, dégringolant de l'échelle plus qu'elle ne l'avait descendue. Elle était tombée dans la neige, le souffle coupé, la cheville vrillée de douleur. Mais elle s'était relevée et avait couru, boitant, sanglotant, jusqu'à sa maison. Elle avait claqué la porte derrière elle, poussé tous les verrous, tiré tous les rideaux, et elle s'était effondrée sur le sol de sa cuisine, tremblante, en pleurs. Cette nuit-là, Marie avait compris que certains secrets devaient rester enterrés, mais le secret des Verdun ne la laisserait pas tranquille, car le lendemain matin, en ouvrant sa porte pour aller chercher du pain, elle avait trouvé quelque chose sur son paillasson. Une photographie, sa propre photographie, avec une croix rouge dessinée sur son visage. Marie n'avait pas dormi de la nuit. Assise dans son fauteuil près du poêle éteint, elle avait fixé la photographie posée sur la table devant elle. Son propre visage, pris à son insu, probablement l'été dernier pendant la fête du village, et cette croix rouge, tracée avec application, presque tendrement. Dehors, l'aube se levait sur Saint-Martin-de-Lorraine dans une brume épaisse qui transformait le village en un monde de fantômes. Les cloches de l'église avaient sonné 6 heures, leur carillon étouffé par le brouillard. Marie savait qu'elle ne pouvait plus garder le silence. Mais qui croirait son histoire? Qui accepterait d'écouter une veuve de 53 ans racontant qu'elle avait entendu la voix d'une morte dans une pièce secrète? Elle avait besoin de preuves, d'explications. Elle avait besoin de comprendre ce qui se cachait réellement derrière la disparition des Verdun. Et pour cela, elle devait trouver le journal d'Hélène. Elle se souvenait de ce que la femme de ménage de la mairie avait dit. L'inspecteur Marchand avait trouvé des lettres et un journal dans une boîte au grenier. Mais où était-il maintenant? Rendu à la famille? Conservé comme pièce à conviction? Marie avait pris sa décision. Elle irait voir le maire Mercier. Elle lui dirait tout. Il était un homme droit, un ancien combattant qui avait vu l'horreur dans les tranchées de Verdun. Peut-être comprendrait-il qu'il se passait quelque chose de bien plus sombre qu'une simple disparition. Elle s'était préparée avec soin, avait enfilé sa robe noire du dimanche, avait noué ses cheveux grisonnants en un chignon serré. Elle avait glissé la photographie dans son sac, preuve tangible que quelque chose continuait à se produire. La mairie se trouvait place de l'église. Un bâtiment de pierre grise construit sous Napoléon III, avec ses colonnes néoclassiques et son drapeau tricolore pendu mollement dans l'air humide. Marie avait gravi les marches, poussé la lourde porte de chêne. La secrétaire, mademoiselle Claudine, une femme austère aux lunettes rondes, l'avait reçue avec froideur. « Le maire ne reçoit que sur rendez-vous. C'est à propos de la famille Verdun », avait insisté Marie. « C'est urgent. » Quelque chose avait changé dans le regard de Claudine. Une lueur de... quoi? Peur? Méfiance? Elle avait décroché son téléphone, murmuré quelques mots, puis raccroché. « Le maire va vous recevoir. 3e porte à droite. » Marie avait traversé le couloir sombre, ses pas résonnant sur le carrelage en damier noir et blanc. Elle avait frappé 3 coups. « Entrez. » Le bureau du maire sentait le tabac froid et le vieux papier. Édouard Mercier était assis derrière son bureau massif, une pipe éteinte à la main, l'air plus âgé que lors de leur dernière rencontre. Ses yeux fatigués l'avaient fixé avec une intensité troublante. « Madame Duchamp, asseyez-vous. » Marie s'était installée sur la chaise inconfortable face au bureau. Elle avait sorti la photographie de son sac, l'avait posée devant le maire. « J'ai trouvé ça devant ma porte ce matin. » Mercier avait observé la photo longuement, sans la toucher, comme si elle était contaminée. Puis il avait soupiré, un soupir lourd qui semblait venir du fond de ses poumons, meurtris par la guerre et le tabac. « Vous êtes entré dans la maison Verdun, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Marie avait hoché la tête, la gorge serrée. « Qu'est-ce que vous avez vu ?» Elle lui avait tout raconté. L'escalier secret, la pièce sous terre, la table avec les photographies, la voix d'Hélène. Mercier l'avait écoutée sans l'interrompre, son visage devenant de plus en plus pâle. Quand elle avait terminé, un long silence s'était installé. Le maire avait rallumé sa pipe, tiré quelques bouffées, les volutes de fumée montant lentement vers le plafond aux moulures écaillées.
Je vais vous montrer quelque chose, avait-il finalement dit. Mais ce que vous allez lire ne doit jamais sortir de ce bureau. Jamais. Vous comprenez? Marie avait acquiescé. Mercier s'était levé péniblement, sa jambe raide le faisant grimacer, et s'était dirigé vers une armoire métallique dans le coin de la pièce. Il l'avait ouverte avec une clé qu'il gardait dans sa poche de gilet, avait fouillé parmi des dossiers, et en avait sorti une chemise cartonnée beige. Il était revenu s'asseoir, avait posé la chemise sur le bureau entre eux. L'inspecteur Marchand m'a laissé ceci avant de partir. Il m'a fait jurer de ne jamais le montrer à personne. Mais vous, il avait désigné la photographie. Vous êtes déjà impliqué maintenant. Vous avez le droit de savoir. Il avait ouvert la chemise. À l'intérieur, des feuilles de papier fin couvertes d'une écriture élégante et serrée. Le journal d'Hélène Verdun. Lisez, avait ordonné Mercier. Commencez par l'entrée du 15 novembre 1949. Marie avait pris les feuilles d'une main tremblante et avait commencé à lire. 15 novembre 1949. Je ne peux plus garder le silence. Ce qui se passe dans cette maison me dévore l'esprit et l'âme. Georges ne veut pas en parler. Il dit que c'est la tradition familiale, que j'ai acceptée en l'épousant, que je ne peux plus reculer. Mais comment aurais-je pu savoir? Comment aurais-je pu deviner ce qui se cachait derrière le sourire de cette famille respectable? Quand j'ai épousé Georges en 1933, j'étais amoureuse et naïve. Je venais de Paris, où j'avais grandi dans une famille modeste mais aimante. Georges m'avait séduite avec sa douceur, son sérieux, ses promesses d'une vie simple et heureuse en Lorraine. Il ne m'avait jamais parlé du pacte. Le pacte, ce mot me glace le sang chaque fois que je dois le prononcer. Sa famille le pratique depuis plus de 2 siècles. Les Verdun ne sont pas originaires de Lorraine. Ils viennent du sud, des Cévennes, où au XVIIIe siècle, un ancêtre désespéré par la pauvreté et la maladie a conclu un accord avec quelque chose qu'ils appellent le gardien. Je ne sais pas ce qu'est exactement le gardien. Georges refuse de me le décrire, mais je sais ce qu'il exige, un sacrifice. Tous les 25 ans, à la nuit de Noël, la famille doit offrir quelque chose de précieux. Pas toujours une vie. Parfois, c'était de l'argent, des terres, des biens. Mais quand la famille prospère trop, quand elle devient trop visible, trop enviée, le gardien réclame du sang. Et cette année, c'est le tour de notre génération. Marie avait levé les yeux, horrifiée. Un sacrifice? Mais c'est... Continuez de lire, avait coupé Mercier d'une voix dure. 22 novembre 1949. Georges a commencé les préparatifs. Il a nettoyé la pièce secrète sous le grenier, celle que je n'ai découverte qu'après la naissance de Céleste. Il y passe ses soirées maintenant, enfermé là-bas avec ce maudit livre que son père lui a transmis avant de mourir. Un grimoire en latin médiéval avec des instructions précises sur le rituel. J'ai essayé de le raisonner. Je lui ai dit que nous pouvions fuir, aller en Amérique, changer de nom. Mais il m'a regardé avec des yeux que je ne lui connaissais pas, des yeux froids, vides. Si nous ne respectons pas le pacte, le gardien viendra nous chercher, et ce sera bien pire qu'un simple sacrifice. Il prendra tout, nos vies, nos âmes, et celles de nos enfants pour l'éternité. J'ai peur. J'ai tellement peur. 30 novembre 1949. Céleste a posé des questions. Elle a 14 ans maintenant. Elle n'est plus une enfant. Elle a remarqué que son père se comportait étrangement, qu'il la regardait parfois avec une tristesse insondable. Elle est venue me voir hier soir dans la cuisine et m'a demandé « Maman, pourquoi papa pleure-t-il la nuit ?» Je n'ai pas pu lui répondre. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai pleuré avec elle. Comment dire à sa propre fille qu'elle a été choisie, que le gardien a réclamé son sang? Georges a fait tirer au sort. C'est la règle du pacte. Quand il y a des enfants, on tire au sort pour savoir qui sera offert. Il a mis 4 papiers dans un chapeau. 3 étaient blancs, 1 était noir. Céleste a tiré le papier noir. Elle ne sait pas ce que cela signifie, pas encore, mais elle le saura. Bientôt. Marie avait lâché les feuilles, portant une main à sa bouche pour retenir un sanglot. Mon Dieu, ils allaient tuer leur propre fille. Le maire avait hoché la tête gravement. Continuez, il reste une dernière entrée. 24 décembre 1949, minuit. C'est fini, ou plutôt, c'est sur le point de se terminer. J'écris ces lignes en tremblant, sachant que demain personne ne nous reverra jamais. J'ai pris une décision terrible, impardonnable, mais la seule qui me permettra de regarder Dieu en face quand je mourrai. Je ne laisserai pas Georges sacrifier notre fille. J'ai trouvé une autre solution.
J'ai lu le grimoire en cachette pendant que Georges dormait, et j'ai découvert qu'il existe une alternative. Si toute la famille s'offre volontairement au gardien, si nous acceptons de le servir pour l'éternité, il épargnera Céleste et Louis dans cette vie. Ils mourront avec nous, oui, mais leurs âmes seront libres. Ils ne seront pas liés au pacte. La malédiction s'arrêtera avec nous. J'ai mis un somnifère dans le vin du dîner de ce soir. Georges, Céleste et Louis dorment profondément. Dans quelques heures, je les réveillerai. Je leur expliquerai. Et nous descendrons ensemble dans la pièce secrète. Le rituel doit être accompli avant l'aube du 25 décembre. Nous devons tous nous tenir la main autour de la table, réciter les paroles du grimoire et offrir notre sang dans le calice d'argent. Puis le gardien viendra et nous disparaîtrons. Je ne sais pas où nous irons. Le grimoire ne le dit pas clairement. Peut-être dans un lieu entre les mondes, peut-être nulle part. Mais au moins, nous serons ensemble et la malédiction sera brisée. Si quelqu'un lit ces mots un jour, sachez que je n'ai pas agi par folie. J'ai agi par amour, pour protéger mes enfants de cette chose horrible qui ronge ma famille depuis 2 siècles. Pardonnez-moi. Hélène Verdant. Le silence dans le bureau était absolu. Marie ne pouvait plus respirer. Elle fixait les derniers mots tracés sur le papier, cette écriture élégante qui tremblait sur les dernières lignes. « Ils se sont sacrifiés », avait-elle murmuré. « Toute la famille s'est sacrifiée pour briser la malédiction. C'est ce que pensait l'inspecteur Marchand », avait répondu Mercier. « Mais il y a un problème. » Il avait montré la photographie que Marie avait apportée. Si le rituel a fonctionné, si la malédiction est brisée, pourquoi quelqu'un continue-t-il à marquer des photographies avec des croix rouges? Pourquoi vous avez-vous entendu la voix d'Hélène? Marie avait senti un frisson glacial parcourir son dos. Vous pensez que... Le rituel a échoué. Je pense que le gardien n'a pas accepté leur sacrifice, ou pire, le maire avait tiré sur sa pipe, ses mains tremblant légèrement. Je pense qu'il les a piégés, qu'il les a pris, mais qu'il n'a pas rompu le pacte, qu'il les garde quelque part, vivants ou morts, je ne sais pas, et qu'il continue à réclamer son dû. Mais pourquoi moi? Je ne suis pas de la famille Verdant. Mercier l'avait regardé intensément. Vous êtes entré dans la pièce secrète. Vous avez vu la table, les photographies, le grimoire. Vous avez touché des objets liés au rituel. Vous êtes contaminé. Le mot avait résonné dans le bureau comme un coup de gong funèbre. Marie s'était levée brusquement, renversant presque sa chaise. Non, non, ce n'est pas possible. Je ne crois pas à ces histoires de démons et de malédictions. Nous sommes au XXe siècle, bon sang. Alors comment expliquez-vous ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu? Marie n'avait pas de réponse. Elle avait reculé vers la porte, soudain pressée de fuir ce bureau, cette mairie, ce village tout entier. « Attendez », avait dit Mercier en se levant à son tour. « Il y a peut-être un moyen. L'inspecteur Marchand m'a laissé une adresse. Un homme, à Strasbourg. Un professeur spécialisé dans ces questions. Il pourrait peut-être vous aider. » Il avait griffonné quelque chose sur un bout de papier, le lui avait tendu. Professeur Heinrich Müller, faculté de théologie, Université de Strasbourg. Spécialiste en démonologie médiévale, Marie avait pris le papier d'une main tremblante. « Vous pensez vraiment qu'il peut faire quelque chose ?»« Je pense que vous n'avez pas le choix. » Elle était sortie du bureau, traversé le couloir dans un brouillard, descendu les marches de la mairie. Dehors, la brume s'était épaissie, on ne voyait plus à 10 mètres devant soi. Et c'est en traversant la place de l'église qu'elle l'avait senti. Quelqu'un la suivait. Elle s'était retournée brusquement. Personne. Juste la brume qui ondulait comme un organisme vivant. Mais elle entendait des pas, lents, réguliers, se rapprochant. Marie avait accéléré le pas, son cœur battant la chamade. Les pas derrière elle avaient accéléré aussi. Elle s'était mise à courir, sa robe noire claquant autour de ses jambes, son sac cognant contre sa hanche. Elle entendait sa propre respiration sifflante, ses sabots martelant les pavés humides. Les pas la poursuivaient, inlassables. Elle avait atteint sa maison, s'était jetée contre la porte, avait fouillé frénétiquement dans son sac pour trouver la clé. Les pas s'étaient arrêtés juste derrière elle. Marie avait figé la clé dans la serrure, n'osant pas se retourner. Elle sentait une présence, froide, immense, affamée. Puis une voix, si proche qu'elle semblait murmurer directement dans son oreille. « Tu as vu ce qui ne devait pas être vu, Marie. Maintenant, tu nous appartiens. » Ce n'était pas la voix d'Hélène cette fois, c'était quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de terrible. Marie avait tourné la clé, poussé la porte,
s'était engouffrée à l'intérieur et avait claqué le battant derrière elle. Elle avait tiré tous les verrous, puis s'était effondrée contre la porte, sanglotant. Dehors, dans la brume, elle entendait quelque chose rire. Un rire grave, résonnant, inhumain. Le gardien l'avait trouvée, et il ne la lâcherait plus. Le train pour Strasbourg avait quitté la gare de Metz à 7 heures du matin, dans une aube blafarde qui n'arrivait pas à percer la brume. Marie s'était installée dans un compartiment de 3e classe, serrant contre elle son sac contenant la photographie maudite et l'adresse du professeur Müller. Elle n'avait pas dormi depuis 3 jours. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des ombres bouger dans les coins de sa chambre. Elle entendait des grattements derrière les murs, et surtout elle sentait ce regard, cette présence invisible qui l'observait sans relâche, attendant le moment de frapper. Le paysage défilait derrière la fenêtre sale du wagon. Les villages lorrains cédaient la place aux forêts des Vosges, puis aux plaines alsaciennes. Marie regardait sans voir, perdue dans ses pensées torturées. Qu'était exactement ce gardien? Un démon? Une entité venue d'un autre monde? Ou simplement une forme de folie collective qui s'était emparée de la famille Verdun pendant 2 siècles? Elle voulait croire à la folie. Elle voulait croire qu'Hélène avait sombré dans la démence et entraîné sa famille dans un suicide collectif délirant. Mais comment expliquer alors ce qu'elle-même avait vécu? La voix dans la pièce secrète, les pas dans la brume, cette sensation constante d'être traquée? Le train était arrivé à Strasbourg vers midi. La ville se relevait lentement de la guerre, ses façades à colombages restaurés, cohabitant avec des bâtiments encore criblés d'impacts de balles. La cathédrale dressait sa flèche rose vers un ciel bas et gris. Marie avait demandé son chemin à un gendarme. L'université se trouvait dans le quartier de l'Esplanade, non loin du palais universitaire détruit pendant les bombardements et en cours de reconstruction. La faculté de théologie occupait un bâtiment austère de pierre grise, épargné par les bombes. Marie avait gravi les marches, poussé la lourde porte, s'était retrouvée dans un hall aux murs couverts de boiseries sombres et de portraits d'anciens doyens au regard sévère. Un gardien au visage buriné lui avait indiqué le bureau du professeur Müller, 3e étage, porte 307. L'escalier de bois craquait sous ses pas. L'odeur de cire et de vieux papier lui rappelait les bibliothèques de son enfance. Elle avait trouvé la porte 307, avait frappé 3 coups. Entrée. Le bureau était un chaos organisé. Des livres partout, empilés sur des étagères jusqu'au plafond, entassés sur le sol, ouverts sur chaque surface disponible. Des cartes anciennes couvraient les murs. Et au centre de ce désordre érudit, un homme d'une 60aine d'années, cheveux blancs en bataille, lunettes rondes, chemise blanche froissée. Le professeur Heinrich Müller avait levé les yeux de l'ouvrage qu'il annotait. Son regard, d'un bleu perçant, s'était posé sur Marie avec une intensité qui l'avait mise mal à l'aise. « Vous êtes Madame Duchamp », avait-il dit sans préambule. Ce n'était pas une question. « Comment ?»« Édouard Mercier m'a téléphoné hier soir. Il m'a tout raconté. » Müller s'était levé, contournant son bureau encombré. « Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons beaucoup à discuter. » Marie s'était installée sur une chaise bancale face au bureau. Müller avait fermé la porte, puis avait tiré les épais rideaux, plongeant la pièce dans une pénombre que seule une lampe de bureau éclairait faiblement. « Pourquoi fermez-vous les rideaux ?» avait demandé Marie, inquiète. « Parce que ce dont nous allons parler ne doit pas être entendu ou vu. » Le professeur s'était rassis, avait ôté ses lunettes pour les nettoyer avec un pan de sa chemise. « L'affaire Verdun n'est pas la première du genre, ni la dernière, j'en ai peur. »« Vous voulez dire que ce gardien existe vraiment ?» Müller avait remis ses lunettes, avait fouillé dans un tiroir pour en sortir un dossier épais. En 1823, dans le village de Wissembourg, une famille entière a disparu la nuit de Noël. On a retrouvé des traces de sang, mais aucun corps. En 1876, à Colmar, même histoire. En 1901, à Mulhouse. En 1924, à Thann. Il avait étalé des coupures de journaux jaunis sur le bureau. Marie les avait parcourues, le cœur serré. Toutes racontèrent des histoires similaires, des familles disparues, des traces dans la neige, des rituels secrets découverts après coup. Tous les 25 ans environ, avait continué Müller, toujours autour de Noël, toujours en Lorraine ou en Alsace. Et toujours, quand on enquête, on découvre l'existence d'un pacte ancestral avec une entité qu'on appelle différemment selon les régions. Le gardien, le veilleur, l'ancien. Mais c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que c'est ? Avait chuchoté Marie. Müller s'était levé, avait marché vers une bibliothèque, avait sorti un livre relié de cuir noir.
Il l'avait ouvert avec précaution, révélant des pages manuscrites en latin médiéval, illustrées de gravures inquiétantes. Ceci est un exemplaire du Compendium Daemonum, rédigé par un moine bénédictin au XIIIe siècle. Il répertorie les entités non humaines avec lesquelles certains désespérés ont conclu des pactes. Il avait tourné les pages jusqu'à trouver une illustration particulière. Marie avait regardé. Le dessin représentait une silhouette immense, vaguement humanoïde, mais déformée, avec des membres trop longs et une tête sans visage. Autour d'elle, des dizaines de figures humaines plus petites, enchaînées, bouches ouvertes dans des cris silencieux. Le Custos Silenti, le gardien du silence. Selon ce texte, il ne vient pas de l'enfer chrétien. Il est plus ancien. Il existait avant, dans les croyances celtes et germaniques. Une entité qui se nourrit de liens familiaux, de sang partagé, de secrets transmis de génération en génération. Comment est-ce possible? Marie sentait sa raison vaciller. « Vous êtes catholique, Madame Duchamp? Oui, mais alors vous croyez aux anges et aux démons. Vous croyez que le Christ a chassé des esprits impurs. Pourquoi est-il si difficile de croire que certaines de ces entités aient survécu, tapies dans l'ombre, se nourrissant des faiblesses humaines? » Marie n'avait pas de réponse. Müller avait refermé le livre. Le gardien offre ce que les humains désirent le plus, la prospérité, la protection, la continuité familiale. Mais son prix est terrible. Il ne se contente pas d'un sacrifice ponctuel. Il s'attache à la lignée. Il devient une partie de la famille elle-même. Et quand le pacte est rompu, ou quand quelqu'un essaie de le rompre, il prend tout, avait terminé Marie. Exactement. Hélène Verdon a cru qu'elle pouvait l'acheter avec un sacrifice volontaire, mais le gardien ne libère jamais ses proies, il les garde, quelque part entre notre monde et le sien, et il continue à réclamer son dû. « Mais moi, je ne suis pas une Verdane !» Müller s'était penché vers elle, son regard intense fixé dans le sien. « Vous êtes entré dans le sanctuaire, vous avez touché les objets du rituel, vous avez vu les photographies. Aux yeux du gardien, vous êtes devenu un témoin, et les témoins doivent être soit réduits au silence, soit intégrés. Intégrés, ajoutés à sa collection, transformés en serviteurs. Les Verdans ne sont pas morts, Madame Duchamp, ils sont ailleurs. » Et il travailla pour lui maintenant. Marie avait senti la nausée monter. C'était eux, dans la brume? Hélène qui m'appelait? Probablement. Le gardien utilise ceux qu'il a pris pour attirer d'autres victimes. C'est un prédateur patient et méthodique. Alors je suis condamné. Un long silence avait suivi. Marie entendait son propre cœur battre, le tic-tac d'une horloge quelque part dans le bureau. Puis Müller avait parlé, sa voix plus grave. Il y a peut-être un moyen, mais il est dangereux, extrêmement dangereux. Dites-moi. Le professeur s'était levé, avait marché vers la fenêtre, avait écarté légèrement le rideau pour regarder dehors. Le gardien est lié au lieu, à la maison Verdun, à la pièce secrète. C'est là qu'il a été invoqué pour la première fois il y a 2 siècles. C'est là que sa connexion avec notre monde est la plus forte. Vous voulez que j'y retourne? Je veux que nous y retournions, ensemble, et que nous tentions de rompre le lien définitivement. Comment? Müller s'était retourné vers elle. En détruisant le grimoire, en brûlant la table rituelle, en consacrant la pièce avec de l'eau bénite et des prières d'exorcisme, le gardien perdra son ancrage. Il ne pourra plus vous atteindre. Et la famille Verdun? Une ombre était passée sur le visage du professeur. Ils sont perdus. Il est trop tard pour eux. Mais nous pouvons empêcher qu'il y ait d'autres victimes. Marie avait réfléchi. Tout en elle hurlait de refuser, de fuir, de prendre le premier train pour Paris et ne jamais revenir. Mais elle savait que c'était impossible. Le gardien la trouverait où qu'elle aille. Elle l'avait senti dans la brume. Elle avait entendu son rire. « Quand ?» avait-elle demandé. « Cette nuit. Nous devons agir avant qu'ils ne viennent vous chercher. » Ils étaient revenus à Saint-Martin-de-Lorraine par le train de 16 heures. Le professeur Müller avait apporté un sac de cuir contenant tout le nécessaire. Un flacon d'eau bénite provenant de la cathédrale de Strasbourg, un crucifix en argent béni par l'évêque, des chandelles consacrées et un exemplaire du Ritual Romanum, le manuel d'exorcisme de l'Église catholique. Le village était plongé dans l'obscurité quand ils étaient descendus du train. Pas un réverbère n'était allumé, pas une fenêtre éclairée. Comme si Saint-Martin-de-Lorraine lui-même retenait son souffle. Marie avait conduit le professeur jusqu'à chez elle. Elle lui avait préparé du café d'orge qu'ils avaient bu en silence, assis à sa table de cuisine, attendant que la nuit tombe complètement. « Vous n'êtes pas obligé de venir, » avait dit Müller.
Je peux le faire seul. Non, c'est ma faute si tout cela s'est déclenché. Je dois être là. À 22 heures, ils étaient assortis. Le froid était mordant, bien pire que les nuits précédentes. Leur souffle formait des nuages de vapeur. Le ciel était dégagé, constellé d'étoiles indifférentes. La maison Verdane se dressait de l'autre côté de la rue, masse sombre et menaçante. Les planches clouées sur les fenêtres ressemblaient à des cicatrices. « Par où entre-t-on » avait demandé Muller. « Par le grenier, le volet est resté ouvert. Ils avaient contourné la maison, dressé l'échelle que Marie avait laissée là lors de sa première intrusion. » Le professeur était monté le premier, avec une agilité surprenante pour son âge, Marie le suivant. Le grenier était exactement comme elle l'avait laissé, encombré, poussiéreux, silencieux. Mais quelque chose avait changé. L'air était différent, plus lourd, chargé d'électricité, comme avant un orage. Muller avait allumé une lanterne, révélant les ombres dansantes des vieux meubles. Il s'était dirigé directement vers le fond, vers l'armoire qu'il avait fallu déplacer. Mais l'armoire n'était plus là. La porte secrète était grande ouverte, béante, comme une bouche attendant de les avaler. « Il sait que nous sommes là », avait murmuré le professeur. De l'escalier montait une faible lueur rougeâtre et une odeur, cuivre et soufre mêlés. Muller avait sorti le crucifix, l'avait tenu devant lui comme un bouclier. « Restez derrière moi, ne touchez à rien, et quoi que vous voyiez ou entendiez, ne répondez pas. Ces entités se nourrissent de peur et de doute. » Ils avaient commencé à descendre. Les marches de pierre étaient maintenant éclairées par cette lumière rouge pulsante qui semblait venir des murs eux-mêmes. Marie comptait les marches. 10, 20, 30, beaucoup plus que lors de sa première descente. L'escalier semblait s'enfoncer dans les entrailles de la terre. 40, 50, 60 marches. Enfin, ils avaient atteint le bas. La pièce avait changé. Elle était plus grande maintenant, beaucoup plus grande. Les murs suintaient non pas d'humidité, mais d'une substance noire et visqueuse qui formait des motifs sur la pierre. Des motifs qui ressemblaient à des visages hurlants. La table était toujours là, au centre, mais elle était maintenant entourée de 4 silhouettes. Georges Verdun, Hélène, Céleste et le petit Louis. Ils se tenaient debout, parfaitement immobiles, les yeux ouverts mais vides. Leurs vêtements étaient ceux qu'ils portaient le soir de leur disparition. Mais leur peau était grise, presque translucide, comme s'ils n'étaient plus tout à fait solides. « Mon Dieu » avait soufflé Marie. « Ne les regardez pas dans les yeux » avait ordonné Muller. « Ce ne sont plus eux, ce sont des coquilles, des marionnettes. » Il s'était avancé vers la table, avait commencé à réciter des prières en latin. Sa voix résonnait dans la pièce close, puissante et claire. « Exorcizo te, immundissim spiritus, omnis incursio adversarii. » Les 4 silhouettes s'étaient mises à trembler. Leurs bouches s'étaient ouvertes, révélant des gouffres d'obscurité. Et elles avaient parlé d'une seule voix. Une voix qui n'était pas humaine. « Vous n'avez pas le pouvoir de me bannir. » La voix était si profonde qu'elle faisait vibrer l'air lui-même. Marie avait senti ses os trembler. Muller avait continué plus fort. Il avait aspergé la table d'eau bénite. Le liquide avait grésillé en touchant le bois comme de l'eau sur du métal chauffé au rouge. Les silhouettes avaient avancé, pas en marchant, en glissant. Leurs pieds ne touchaient plus le sol. « Ils m'appartiennent, ils m'ont été donnés, le pacte est éternel. »« Le pacte a été rompu » avait crié Muller. « Ils se sont offerts volontairement pour le briser. » Un rire, terrible, résonnant dans toute la pièce. « Ils ont cru pouvoir me tromper, mais je ne libère jamais mes serviteurs. Ils sont à moi. Comme tous ceux qui entrent ici seront à moi. » Les 4 silhouettes s'étaient séparées. Georges et Hélène s'étaient dirigés vers Muller, Céleste et Louis vers Marie. Marie avait reculé, le dos contre le mur humide. La petite Céleste s'approchait, ses yeux vides fixés sur elle. Ses lèvres grises s'étaient étirées en un sourire horrible. Marie avait murmuré la chose qui portait le visage de Céleste. Marie, reste avec nous. C'est si sombre ici, si froid. Nous avons besoin de compagnie. Ne l'écoute pas, avait crié Muller. Il affrontait maintenant les formes de Georges et Hélène, brandissant son crucifix. Mais les 2 silhouettes ne semblaient pas affectées. Elles continuaient d'avancer, leurs mains tendues vers lui. Marie avait fermé les yeux, elle avait prié. Tous les Notre Père et Je vous salue Marie de son enfance. Toutes les prières apprises au catéchisme. Elle les avait récitées à voix haute,
de plus en plus fort, couvrant les murmures séducteurs de la chose qui avait le visage de Céleste. Et soudain, elle avait compris. Ce n'était pas la peur qui nourrissait le gardien. C'était l'amour familial, les liens du sang. C'est pour cela qu'il choisissait toujours des familles. C'est pour cela qu'il les gardait ensemble, éternellement liés dans son domaine d'ombre. « Professeur !» avait-elle crié. « Ce n'est pas le rituel qu'il faut détruire, c'est les liens, il faut briser les liens familiaux. » Muller avait compris instantanément. Il s'était jeté sur la table, avait saisi le grimoire et l'avait ouvert à la page du pacte original. Là, écrit en encre brune, du sang certainement, figurait l'arbre généalogique complet de la famille Verdant. 2 siècles de noms, reliés par des lignes, formant une toile complexe. Il avait sorti un briquet de sa poche. « Non !» La voix du gardien avait tonné, faisant trembler les murs. La pièce entière s'était mise à vibrer. Des fissures étaient apparues dans la pierre. Muller avait enflammé le papier. La page s'était embrasée instantanément, les flammes dévorant les noms, les dates, les liens tracés à l'encre de sang. Et pendant que le papier brûlait, les 4 silhouettes s'étaient mises à hurler. Pas un hurlement de colère, un hurlement de libération. Les formes de Georges, Hélène, Céleste et Louis s'étaient mises à se désagréger. Leur corps translucide s'était fragmenté en milliers de particules lumineuses qui tourbillonnaient dans l'air. Et sur chaque visage, avant qu'ils ne disparaissent complètement, Marie avait vu une expression, pas de peur, de gratitude. Ils étaient enfin libres. Le grimoire s'était consumé entièrement en quelques secondes, réduit en cendres. Et avec lui, quelque chose d'autre s'était brisé. Marie l'avait senti. Une présence immense, ancienne, qui hurlait de rage impuissante alors qu'elle était arrachée de ce monde. Le gardien perdait son emprise. La pièce s'était mise à s'effondrer. Les murs se fissuraient de partout. Le plafond commençait à s'affaisser. « Courez !» avait hurlé Muller. Il s'était précipité vers l'escalier, gravissant les marches 4 à 4, alors que derrière eux, toute la structure s'écroulait. La pierre se désintégrait, révélant non pas de la terre, mais un vide noir et béant. Ils avaient émergé dans le grenier, avaient traversé l'espace encombré, s'étaient jetés par la fenêtre, dégringolant de l'échelle pour s'effondrer dans la neige. Derrière eux, la maison Verdun s'effondrait sur elle-même, pas comme un bâtiment normal qui s'écroule. Elle s'enfonçait. Elle était aspirée vers le bas, disparaissant dans un cratère qui s'ouvrait sous elle. Le bruit était assourdissant. Un grondement terrible, accompagné d'un hurlement qui semblait venir des profondeurs de la terre. Et puis le silence. La maison avait disparu. À sa place, un trou béant, rempli de décombres, comme si elle n'avait jamais existé. Marie et Muller étaient restés allongés dans la neige, haletants, incrédules. Des lumières s'étaient allumées dans tout le village. Des portes s'ouvraient. Des gens sortaient, en robe de chambre malgré le froid, regardant le cratère avec stupéfaction. Le maire Mercier était arrivé, son manteau enfilé à la hâte sur son pyjama. Bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Muller s'était levé péniblement, avait épousseté la neige de ses vêtements. Un effondrement. La cave devait être instable. Heureusement, personne n'était à l'intérieur. C'était un mensonge, mais c'était le seul récit que les villageois pourraient accepter. Marie s'était relevée à son tour. Elle regardait le cratère. Et elle comprenait maintenant. Le gardien n'était pas détruit. Une telle entité ne pouvait pas être détruite, mais son lien avec ce monde avait été brisé. Sans le grimoire, sans l'arbre généalogique qui le liait à la famille Verdant, il ne pouvait plus agir. Il était retourné dans les ténèbres d'où il venait, et la famille Verdant était enfin en paix. 3 mois plus tard, au début du printemps 1950, Marie Duchamp quittait Saint-Martin-de-Lorraine. Elle avait vendu sa maison à un jeune couple de Metz qui cherchait un endroit calme pour élever leurs enfants. Elle n'avait pas parlé de ce qui s'était passé. Personne ne l'aurait cru de toute façon. Le cratère où s'était trouvée la maison Verdant avait été comblé par la municipalité. On y avait planté un petit jardin, avec un banc et quelques arbres. Une plaque commémorative avait été posée, à la mémoire de la famille Verdant, disparue en décembre 1949, qu'ils reposent en paix. Marie était partie pour Lyon, où une de ses cousines lui avait trouvé un travail dans une mercerie. Elle avait commencé une nouvelle vie, loin de la Lorraine et de ses souvenirs. Mais parfois, les nuits d'hiver, quand la neige tombait doucement sur les toits de Lyon, elle se réveillait en sursaut. Elle se levait, allait à la fenêtre et regardait les flocons tourbillonner dans la lumière des réverbères. Et elle se demandait si,
quelque part dans un village lointain, une autre famille n'était pas en train de découvrir un grimoire caché dans un grenier. Un autre ancêtre désespéré n'était pas en train de conclure un pacte avec quelque chose qui ne devrait pas exister, parce que le professeur Müller lui avait dit, le soir de son départ de Strasbourg, une dernière chose, une chose qu'elle n'avait jamais oubliée. Le gardien n'était pas unique, Madame Duchamp. Il y en a d'autres, partout en Europe, en Amérique, peut-être dans le monde entier, des entités anciennes qui se nourrissent de notre désespoir, de notre cupidité, de nos peurs. Elles attendent, elles proposent leur pacte, et elles prennent tout. Marie regardait la neige tomber, et elle frissonnait. Quelque part dans le monde, cette nuit même, quelqu'un était peut-être en train de signer un pacte. Quelqu'un offrait peut-être son âme et celle de ses descendants pour un peu de prospérité, un peu de sécurité. Et dans 25 ans, dans 50 ans, dans un siècle, une autre famille disparaîtrait. Une autre maison s'effondrerait. Et la neige porterait de nouvelles traces qu'on n'expliquerait jamais. Marie fermait les rideaux, retournait se coucher et priait. Elle priait pour tous ceux qui, dans l'obscurité de la nuit, faisaient face à des choix impossibles, pour tous ceux qui étaient tentés de vendre leur âme contre une promesse. Elle priait pour qu'ils soient plus forts qu'elle ne l'avait été, pour qu'ils comprennent que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes, que certains secrets devraient rester enfouis, et que certains silences ne devraient jamais être brisés. Au spectateur qui a écouté cette histoire jusqu'au bout, une dernière question. Si vous trouviez, caché dans le grenier de votre maison ancestrale, un vieux grimoire promettant la prospérité à votre famille contre un simple rituel, l'ouvririez-vous? La famille Verdun a fait ce choix il y a 2 siècles, et leur destin devrait servir d'avertissement. Mais l'histoire se répète toujours. Parce que l'humanité n'apprend jamais vraiment de ses erreurs. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager avec ceux qui aiment les récits qui font frissonner. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, croyez-vous au pacte démoniaque? Avez-vous déjà entendu parler d'histoires similaires dans votre région? Prenez soin de vous. Et si vous entendez des grattements derrière vos murs ce soir, ne répondez pas.